Bonjour, bonsoir chers compatriotes, c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver sur www.changou.com, la web télé, la culture de l'excellence, pour les informations. Parfois aussi nous arrive de recevoir des invités qui ont quelque chose à dire en ce qui concerne l'évolution politique, économique et sociale de la République démocratique du Congo. C'est le cas aujourd'hui. Nous recevons dans cette émission en toute vérité, mais en ligne depuis les États-Unis, monsieur Jacques Matanda Mamboyo. Jacques Matanda est donc opposant depuis 1979, tenez bien, 1979, il militait au sein du FLNC, donc le Front des libérations nationales du Congo. En 1991-92, il était donc à la conférence nationale souveraine aux côtés d'Étienne Tshisekedi Wamulumba. Il a d'ailleurs été également président de la commission assassinat et violation des droits de l'homme. Il vous souviendra que ce fut en tout cas l'un des jeunes Turcs de la politique congolaise, surtout de l'opposition, à l'union sacrée de l'opposition face au maréchal Mobutu. Depuis un temps, apparemment les chemins se sont séparés avec l'UDPS, dont il a été d'ailleurs représentant auprès des Nations Unies, qu'est-ce que je dis, auprès du gouvernement américain. Donc nous sommes là bien entendu aux États-Unis. Monsieur Matanda Mamboyo, bonjour. Bonjour, mon cher Fabien. Alors, je ne sais pas si j'ai bien brossé votre présentation, si déjà vous avez quelque chose à ajouter. Vous êtes déjà connu, en tout cas en tant qu'opposant, peut-être pour ceux qui sont nés en 1990, hein, ou peut-être 2000, qui ne sont pas en fait de la chose politique congolaise. Je pense que vous avez dit l'essentiel, mais eu regard aux enjeux actuels à l'intérieur du pays, je voudrais juste ajouter que j'ai été élu à l'époque au niveau de la plateforme de l'Union sacrée qui regroupait les partis qui à l'époque œuvraient à l'intérieur du pays. J'avais été élu comme président de la commission des stratégies de l'Union sacrée de l'opposition. Venait après moi en termes de nombre de votes acquis mon frère et compagnon de lutte Joseph Olengankoy, qui alors était le vice-président, puis venait d'autres. Et à ce titre de président de la commission de stratégie, avec mon frère et compagnon de lutte Joseph Olengankoy, nous avions posé un acte majeur, un acte fondateur, dont les gens ne réalisent pas peut-être l'importance à ce jour. Parce que, comme le disait, parce que j'ai appris, comme le témoignait encore Joseph Olengankoy dernièrement à Kinshasa, c'est nous qui avions conçu la stratégie consacrant Tshisekedi, le président Etienne Tshisekedi, comme chef des files de l'opposition. Parce qu'à l'époque, il y avait énormément de tiraillements, tant au sein de l'UDPS qu'au niveau de la classe politique congolaise, des trahisons comme on en connaît encore aujourd'hui. Et pour neutraliser toutes ces forces négatives, nous avions fait adopter par la plénière la désignation du président Etienne Tshisekedi comme chef des files de l'opposition. Et c'est à partir de là, en fait, que nous avons pu neutraliser tous ceux qui, de ci, de là, tentaient de faire ombrage à la confirmation de son leadership politique. C'est quand même un élément très, très important. Et je pense dernièrement à Kinshasa, d'après ce que j'ai appris au cours d'une assemblée générale, mon frère et ami, le président Joseph Olengankoy, a fait observer cela. Un peu comme ça s'est passé à tout récemment à Jean-Val. C'est un peu différent. C'est un peu différent dans la mesure où, à l'époque où je suis élu par mes pairs au poste de chef, plutôt du président de la commission de stratégie de l'opposition, nous avons une plateforme de l'opposition radicale où il n'y avait pas l'ombre des personnalités comme Pierre Lumbi, qui en fait sont des criminels. Enfin, je ne sais pas si je peux prononcer ce type de C'est trop fort quand même comme déclaration, monsieur Matanda. Oui, je le dis en âme et conscience. Quand nous tenons compte du fait que Pierre Lumbi termine son parcours il y a deux années comme directeur de cabinet de ce que nous appelons nous un pouvoir d'état d'occupation génocidaire rwandaise au Congo. Pas directeur de cabinet, je peux peut-être vous rappeler que c'était conseil spécial en matière de sécurité. Conseil spécial en matière de sécurité en plus.
et une période où on retrouve des charniers partout, où on trouve, où on trouve des morts faisant partie de ce qu'on appelle le génocide congolais. J'ai dit, une personnalité comme celle-là, quand je vois aujourd'hui les prétentions qu'il ose avoir dans la gestion de ce qu'on appelle les forces de l'opposition, j'ai dit, je suis effaré et je me dois d'épingler avec force cet élément et en appeler à la disqualification sans préalable pure et simple de Pierre Lumbi. On va y revenir, on va y revenir, voilà, parce que là, on est déjà dedans dans la matière. Donc, on comprend un peu votre pugnacité par rapport à ça, surtout que vous êtes le porte-parole d'une organisation humanitaire, Stop Génocide Action. Donc, c'est un peu ça. Stop Congo Génocide Action. Voilà, Stop Congo Génocide Action. Donc, voilà, on peut comprendre un peu votre pugnacité. Alors, dans ce que vous dites, on se rend tout à fait compte, pour ceux qui ne le savaient pas, que vous avez été proche d'Étienne Tshisekedi Wamulumba, en tant que vous-même également membre de l'UDPS. Finalement, comment avez-vous reçu la nouvelle de sa disparition ici à Bruxelles depuis le 1er février 2017? Mon cher frère Fabien, proche du président Étienne Tshisekedi, certes que je l'étais, mais mieux, le peuple de l'opposition à l'époque m'avait surnommé Tchitchi Junior. J'ai dit, le peuple de l'opposition m'avait surnommé Tchitchi Junior, et avant mon départ du pays en 1993, un sondage de popularité qui avait été fait me plaçait comme 5e personnalité le plus populaire de la République, après Tshisekedi, Mobutu, Nguza Kambanda et Gizenga. Et j'ai quitté le pays en fait pour l'Angola à ce moment-là. Donc voilà un peu une nuance que je voulais apporter pendant que vous disiez cela. Alors j'étais prêt alors à répondre à votre question. Donc voilà, finalement, comment avez-vous reçu la nouvelle de sa mort? Vous imaginez que j'ai été extrêmement, je dis bien extrêmement affligé, affecté, car je n'ai pas pu, depuis un bon bout de temps, j'ai encore rencontré Tshisekedi lors de l'un de ses derniers passages à New York, aux États-Unis. Je pense qu'il y a à peu près 10 ans, il était avec son ancien directeur de cabinet ACA. Et vous savez, des personnalités comme Tshisekedi, c'est toujours un grand privilège d'avoir des entretiens avec eux. Ils vous apportent d'énormes éclairages. Mais par ailleurs, je dis, je suis chrétien catholique pratiquant. J'ai plutôt rendu gloire à Dieu qui a donné et qui a repris et qui a quand même comblé le président Tshisekedi de 84 années de vie, et aussi un Tshisekedi qui était chrétien, pratiquant. J'ai été très affligé, j'ai rendu gloire à Dieu, et je pense, et même dans mes premières déclarations, j'ai bien dit que un chef de lutte, on ne le pleure pas. Aussitôt que le chef est mort, on reprend les armes, et pour pouvoir honorer ce que fut sa contribution du reste héroïque à ce stade, j'ai dit, il nous faut pouvoir concourir à faire actualiser, à matérialiser les idéaux pour lesquels il a consacré, en tout cas, les plus de 30 dernières années de sa vie. Et pour certains observateurs, ils pensent que beaucoup d'anciens sociétaires de l'UDPS ont été virulents vis-à-vis d'Étienne Tshisekedi. D'aucuns vous ont même cité et estiment peut-être que votre tristesse n'est qu'en réalité de façade. Que répondez-vous? Je dis, beaucoup de ces gens que vous rencontrez aujourd'hui, je disais, n'ont pas côtoyé le président Tshisekedi aussi près que je ne l'ai fait. Ceux qui ont eu à siéger avec nous au niveau du bureau exécutif de l'Union sacrée, ou qui ont eu à siéger avec nous parfois dans certaines assemblées
général de l'Union sacrée, vous diront que de moi à Tshisekedi, il y avait une énorme estime, mais cela n'empêchait pas que parfois je le remette en question directement, et je dis certes, en choisissant les mots, en ayant des égards, en faisant preuve de politesse, c'était quand même mon chef politique, mais je n'y allais pas par le dos de la cuillère pour pouvoir faire savoir ce que je voulais. Je prendrai un exemple. On parle de Tshisekedi élu Premier ministre à la Conférence nationale souveraine. Mais l'approche que le président Tshisekedi avait voulu que nous mettions en œuvre pour évoluer vers la tenue de la Conférence nationale, c'est moi qui l'ai mis en échec. Je l'ai mis en échec et j'ai consacré la stratégie de sifflet, la stratégie de agressif dans la salle de la Conférence nationale souveraine pour bloquer la gestion par Feu Kalonji Tambaye de sa gestion de cette assemblée, de ce forum national, pour enfin évoluer vers la mise en place du bureau conduit par Mosengo, et au bout du parcours, nous avons eu Etienne Tshisekedi, Premier ministre. Donc c'est dire que, croyez-moi, Tshisekedi n'avait pas toujours raison. Et Tshisekedi nous a appris une chose. Je vous dis bien, la plupart de ces gens dont vous entendez parler à gauche et à droite avaient une peur bleue de Tshisekedi. Je n'ai jamais eu peur de Tshisekedi de face. C'était mon chef, j'avais énormément de respect pour lui, mais j'ai toujours tenu le langage de la vérité, comme je continue encore à le faire aujourd'hui. Donc vous ne vous reprochez de rien, vous n'avez pas par exemple présenté des excuses même posthumes à Etienne Tshisekedi Wamulumba. Je vous dirai une chose, si vous voulez que nous évoluions sur cette voie-là. J'ai dit j'ai eu d'énormes divergences et parfois frappantes avec la famille de M. Etienne Tshisekedi Wamulumba, avec la famille biologique. Et je pense qu'il faudrait que nous revenions sur ça, ça nous prendra énormément de temps. Et je pense qu'il existe encore aujourd'hui des documents audio, et même des documents vidéo, où je formule, où j'exprime de la manière la plus claire et la plus précise les griefs que j'émettais. Mais certains ont dit ceci. Mais quand vous attaquez la famille du président Tshisekedi, c'est lui que vous attaquez. Tel n'était pas mon point de vue. Tel n'était pas mon point de vue parce que j'ai dit, quand j'ai eu des griefs à formuler par rapport à M. Tshisekedi, qui n'était pas un saint, qui n'était pas parfait, il faut se le dire. Et c'est pour ça qu'il avait besoin de notre équipe, de nous tous, pour pouvoir l'aider comme chef du groupe, comme chef de file, à pouvoir bien faire pour que cette réussite soit la réussite des dizaines de millions d'hommes, femmes et enfants congolais, population civile, militaire et religieuse congolaise. Donc je ne pouvais jamais, et ça ne me ressemble pas, d'y aller par le dos de la cuillère. Quand il se pose un problème lié au destin de plus de 80 millions d'hommes, femmes et enfants congolais. Alors aujourd'hui, il n'est pas là. Beaucoup ont estimé que finalement, sans Etienne Tshisekedi, on est presque perdu. La classe politique va connaître, disons même le Congo, va connaître des sérieux problèmes. On y est presque avec ce qui se passe au niveau de l'opposition. Quel regard jetez-vous finalement sur ce qui semble être finalement une passe en or qu'on est en train d'offrir à Joseph Kabila et sa bande? Je pense qu'il n'y a pas matière à parler de passe en or, si vous me permettez, mon cher Fabien. Vous savez, de son vivant, et ceux qui peuvent faire les recherches retrouveront un document vidéo ou audio-vidéo où on posait au président Etienne Tshisekedi la question de savoir comment il allait gérer sa succession, qui il allait nommer comme successeur. Et avec le calme imperturbable qui avait toujours été le sien, Tshisekedi a dit qu'il ne lui appartenait pas à lui de désigner son successeur. Il a dit que la désignation du leadership qui viendra après lui sera l'affaire du peuple congolais. Donc j'ai dit, aujourd'hui, au moment où nous parlons, le flottement que nous allons avoir va être normal. N'oublions pas que quand l'UDPS a été créé, le leader maximum de l'UDPS
n'était pas Étienne Tshisekedi Moulumba. Et j'ai dit, quand nous faisons jonction avec Étienne Tshisekedi Moulumba, en 90 avec l'Union sacrée, la création de l'Union sacrée de l'opposition, l'UDPS est dirigée par un directoire de 4 membres. Étienne Tshisekedi, Mbouankiem, Liao, Marcel et Frédéric Ibata Maliba. Et dans ce directoire de 4, il n'y en avait pas un qui valait plus qu'un autre. Et c'est pour ça que je vous dis tout à l'heure que mon frère et compagnon de lutte Joseph Olengankoy et moi avions recouru à la stratégie de la désignation du chef de file de l'opposition pour clarifier la situation, non seulement au sein de la grande famille de l'opposition, mais aussi la nuance au sein de l'UDPS. Donc, je dis, ce qui se passe aujourd'hui est tout à fait normal. Nous allons voir émerger plusieurs, prétendants à la succession de Tshisekedi comme chef de file de l'opposition, mais en définitive, dans le temps, c'est le peuple congolais qui va consacrer cela. Et je voulais vous apporter une information. N'oublions pas que l'UDPS, l'aura de l'UDPS, l'extraordinaire aura de l'UDPS, était d'abord le fait que les pères fondateurs de l'UDPS étaient issus d'une implantation valable au niveau national. C'était un ensemble de dirigeants du groupe swahilophone, du groupe balubaphone, du groupe kikongophone, du groupe lingalaphone, qui se sont mis ensemble et on a vu alors venir l'adhésion dans tous ces périmètres. Et au moment où nous parlons aujourd'hui, aucun, et je dis bien aucun, de tous les prétendants leaders aujourd'hui, postulant bien sûr au leadership, à la succession du leadership de Tshisekedi, ne peuvent se prévaloir de cela. Donc nous inviterons les uns et les autres à un peu plus d'humilité, à un peu plus de modestie, et éviter d'évoluer vers ce qui pourrait paraître comme une escroquerie politique ou politicienne. Donc je dis, en fait, il n'y a pas de l'eau à porter au moulin de ci ou de ça, si tant est que l'opposition congolaise, c'est d'abord le peuple congolais. Mais justement, l'opposition, c'est le peuple congolais. On pourra dire qu'en dépit de toutes les péripéties politiques en République démocratique du Congo, cette opposition ou cette volonté du peuple congolais, dans une certaine mesure, était portée par le rassemblement, qui aujourd'hui connaît, disons-le, une implosion en plusieurs ailes, notamment l'aile Olengankoy que vous avez cité, l'aile Pierre Lumbi et Félix Tshisekedi. Il y a même les anciens des Genval qui se trouvent au sein du gouvernement Badi Banga qui vient de créer aussi le rassemblement. Maintenant, est-ce que vous ne trouvez pas que de ce point de vue, l'héritage de Tshisekedi finalement n'aura plus une grande incidence dans l'évolution politique à venir? Si vous permettez, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est un peu comme si on parlait de Patrice Emery Lumumba. Patrice Emery Lumumba. Un autre phénomène politique congolais. Extraordinaire. Donc j'ai dit, en fait, M. Tshisekedi a fait ses œuvres, et aujourd'hui qu'il est parti, il faudrait que ceux qui ont la prétention de pouvoir s'inscrire dans sa logique puissent maintenant faire la synthèse, formuler quel était l'esprit tshisekédiste. Il y a un travail énorme à faire. Faisons attention, nous devons faire la part des choses entre le folklore, qui ne résiste pas au temps, et un travail politique de fond. Et en ce moment précis, il y a plus de folklore qu'autre chose. Et alors, quand vous parlez du rassemblement, attention, le rassemblement est un phénomène, je parlais même plus des petits phénomènes, tout à fait artificiel. Nous nous trouvons aujourd'hui face à un appareil d'État dictatorial. Nous avons connu la dictature avec Mobutu, mais ce que nous connaissons aujourd'hui je ne sais pas comment qualifier ça, c'est de loin, et alors de très loin, pire que ce que nous avions vécu avec Mobutu. Donc, face à un pouvoir comme celui-là, où l'ignorance est reine au niveau de nos populations, on peut difficilement, et la censure au niveau des médias est ce qu'elle est, et même la censure au niveau du discours. Voilà un député, un parlementaire comme Mwanasemi, qui annonce que le chef de l'État faisant fonction est rwandais, au lieu que certains apportent un démenti motivé par rapport à cela, et voilà ce qui se passe avec Mwanasemi. Et j'en passe, et des meilleurs. Donc, dans ce contexte-là,
ne peut émerger au niveau politique au Congo que c'est qui va dans le sens de rejoindre les attentes et les aspirations du pouvoir. Donc le rassemblement s'inscrit dans cette logique. Autrement, nous n'aurions pas aujourd'hui un monsieur comme Pierre Lumbi qui va émerger comme successeur de Tshisekedi. Le bourreau de Tshisekedi va émerger comme le successeur de Tshisekedi en moins de 2 années d'intervalle. C'est-à-dire que Pierre Lumbi et beaucoup d'autres ont été positionnés de manière opportuniste au sein du rassemblement pour amener justement à ce à quoi nous sommes aujourd'hui et à ce à quoi on nous prépare pour demain. Est-ce que cela n'est pas un paradoxe finalement dans ce qu'il fait, Pierre Lumbi, que je sens que vous parlez de lui avec une certaine animosité, qu'il soit finalement aussi l'allié de l'UDPS? Non, non. Vous savez, j'ai connu Pierre Lumbi depuis les années 1990. Parmi les personnes qui ont détruit Tshisekedi, il y a Pierre Lumbi. Tshisekedi, quelqu'un qui croit en l'homme, qui croyait en l'homme, avait fait de Pierre Lumbi son ministre des Affaires étrangères dans son gouvernement issu de la Conférence nationale souveraine. La personne qui a détruit Tshisekedi auprès de la communauté internationale, c'était Pierre Lumbi. À telle enseigne que même l'ambassade des États-Unis, qui fondait énormément d'espoir sur Tshisekedi, avait dû abandonner Tshisekedi à cause du travail de SAP fait par son ministre des Affaires étrangères. Et quand vous parlez d'animosité, croyez-moi, je ne dirai pas non. Je suis plein d'animosité pour Pierre Lumbi, parce qu'il a été un élément négatif dans la lutte du peuple congolais pour l'avènement d'un état de droit et de démocratie. Et je peux citer de nombreux autres exemples, même après cela. Donc, mais est-ce que vous avez d'éléments probants qui prouvent justement ce travail de SAP que Pierre Lumbi eut réalisé contre Étienne Tshisekedi? Je vais vous dire quelque chose. C'est un témoignage que j'apporte comme acteur, un des principaux acteurs. Je vous parle ici de l'ancien président de la commission de stratégie. Et je pense que la personne qui peut aussi vous parler mieux de cela, c'est Joseph Olengankoy. Parce que tous les contacts que nous avions avec les ambassades à Kinshasa, ambassades des États-Unis, de Belgique, de France et autres, et croyez-moi, dans ces ambassades, on nous recevait, on n'avait pas besoin de demander un rendez-vous. Et même quand on avait besoin d'un visa, on nous l'accordait à l'entrée et à la sortie, pour vous dire. Donc ce que j'ai dit est un témoignage que je ne tiens pas d'une tierce personne, c'est des choses que j'ai vécues. Quand nous nous retrouvons avec le premier conseiller de l'ambassade des États-Unis, qui essaie de remettre en question des choses que nous avions dit sur Tshisekedi. Et c'est comme ça d'ailleurs, j'ai pris mes distances vis-à-vis de l'ambassade des États-Unis. Parce que je me suis rendu compte que nous avions tellement parlé de ces choses-là, qu'à un moment donné, on s'est rendu compte que ça rabattait. Et eux se référaient à Pierre Lumbi, qui, disait-il, était notre ami, notre allié, combattait avec nous. Parce que quand je vous ai dit tout à l'heure que, comme dans l'élection du président de la commission de stratégie, j'avais obtenu le plus grand nombre de voix. Après moi venait Olengankoy. Et en 3e position venait Pierre Lumbi. Et en 4e position venait Mambou Mankezu, l'ancien ministre de l'Agriculture de l'époque de Mobutu, l'ancien PDG de la Banque du Crédit Agricole. Donc ce que je vous dis, c'est un témoignage. Ce n'est pas des envies, non. Je témoigne de ce que j'ai vécu et de ce que j'ai fait. Voilà donc, je rappelle que nous sommes en ligne depuis les États-Unis avec monsieur Jean-Jacques Matanda Mamboyo. Donc, il est aujourd'hui porte-parole de Stop Congo Génocide Action, opérateur politique avisé, disons, de la République démocratique du Congo. Alors, finalement, je peux vous poser une question en disant, mais où allons-nous maintenant que nous sommes là? Parce qu'en réalité, c'est comme si au niveau de l'opposition, tout est bloqué. Non, rien n'est bloqué, bien au contraire. Tout ce qui se passe aujourd'hui, toutes les remises en question d'aujourd'hui sont une voie, nous sommes dans une dialectique. Et d'ailleurs, quand on parle de l'opposition, on parle beaucoup de l'opposition de Kinshasa, je dis bien de Kinshasa, rassemblement, mais on ne parle pas assez de ce que Tshisekedi considérait lui-même, comme étant la vraie lutte de l'opposition qui se menait à l'extérieur.
savez, dans les documents audio, il faudra maintenant essayer de récolter ces éléments. Tshisekedi a déclaré que la vraie lutte se menait au niveau de la diaspora à l'extérieur. Donc j'ai dit, quand je visite les médias de votre groupe de presse Tchangou, quand je vois le travail que vous abattez de l'extérieur du pays, c'est un travail qui est sans pareil par rapport à ce qui se fait à l'intérieur du pays. Vous êtes à l'extérieur. Et quand je vois beaucoup d'autres qui opèrent à l'extérieur, on parle de la communauté internationale comme en fait le plus grand fossoyeur des actions de lutte. La communauté internationale qui a mis en échec l'élection de Jean-Pierre Bemba en 2006, qui a mis en échec l'élection du président Tshisekedi en 2011. En fait, ce n'est pas le faisant fonction de président qui est à Kinshasa. En fait, la vraie lutte se mène contre la communauté internationale et à l'extérieur, à Bruxelles, à Paris, à Washington, à New York, et j'en passe, à Bonn, à Londres et ailleurs. Donc j'ai dit, quand nous analysons ces choses-là, faisons attention, parce que certains justement inexpérimentés dans la lutte, pensaient que par un coup de baguette magique, on allait régler le problème. Et maintenant, ils vont apprendre à leurs dépens que la lutte ne se mène pas comme ça. Et c'est ce qu'il faisait d'ailleurs dire à Laurent Désiré Kabila, que la lutte sera longue et populaire. J'insiste, la lutte sera longue et populaire. Et cette lutte que nous menons aujourd'hui sera encore longue et populaire tant que les plus profondes aspirations du peuple congolais ne seront pas rétablies à leur niveau véritable, c'est-à-dire au niveau de ce qui doit être fait pour le Congo. Ni l'Union européenne avec ses sanctions ou son financement des élections, ni qui que ce soit ne pourra faire quelque chose. Et de ce point de vue, finalement, comment appréciez-vous la mission des bons offices de la CENCO qui a abouti à l'accord du 31 décembre 2016 qui, logiquement, devrait permettre l'alternance en République démocratique du Congo? Permettez que je sois franc avec vous et que je vous dise les choses telles que je le pense et avec les données en ma possession. Retenez une chose, pendant 20 ans de l'occupation du territoire national congolais par la mouvance des extrémistes génocidaires rwandais et leur appareil d'État en place à Kinshasa, pendant 20 ans, nul n'a estimé qu'il était nécessaire d'aller vers des négociations de ce genre. Et malheureusement, j'ai vu très peu se poser la question, pourquoi brusquement cet acharnement à mettre tout le monde dans une même boîte de sardines, rassemblement, accord du 31, patati patata. J'ai tout à l'heure parlé des élections de 2006 gagnées par Jean-Pierre Bemba, les élections de 2011 gagnées par Etienne Tshisekedi. On n'a jamais vu un tel engouement. La vérité, c'est quoi? Je veux vous le dire. Qui est-ce qui a chassé Mobutu du pouvoir? Ce n'était pas le Rwandais. Ce n'était pas la FDL. Mobutu a été chassé du pouvoir par les États-Unis d'Amérique, par le président Bill Clinton. Et si vous faites vos recherches, les documents sont maintenant disponibles même sur le réseau Internet, vous allez voir que c'est l'administration, le président Bill Clinton, qui a instruit Paul Kagame, avec l'aide d'ailleurs de certaines troupes américaines, certains éléments militaires américains, conduits par les satellites américains, pour mener toutes les opérations qui ont abouti au renversement du pouvoir de Mobutu. Et pendant 20 ans, le Congo a été régi, quand on parle de la communauté internationale, par justement ce réseau politico-financier cristallisé autour du président Bill Clinton, qui a pris en charge le Congo par l'intermédiaire du Rwanda, de Paul Kagame. Et aujourd'hui, c'est l'élection de Donald Trump qui pose problème. Je dis bien, l'élection de Donald Trump pose problème. Donc, allez, soyez plus explicite. Donc, vous pensez que pour le Congo, Donald Trump vaut mieux que les anciens Barack Obama et autres? Ce n'est pas en ces termes-là que j'envisage les choses. J'ai dit, aujourd'hui,
Donald Trump est loin de s'aligner, de s'accommoder de la politique étrangère américaine mise en œuvre au Congo dans la foulée de ce que Bill Clinton a fait en 1996 avec le déclenchement de la guerre qui a installé le pouvoir de l'occupation rwandaise au Congo. Donald Trump ne va pas cautionner cela, comme l'ont cautionné l'administration Bush, les 8 années de l'administration, Obama. Obama n'a strictement rien et alors rien fait pour faciliter les choses au Congo. Et si aujourd'hui, vous voyez que nos très chers évêques de la Cinco partir d'urgence, à Rome et revenir avec des instructions pour faire ce qui se fait, les pauvres, ils sont de bonne foi, mais ils sont eux-mêmes otages des forces que certains parmi eux ignorent, et ignorent même les tenants et aboutissants de ce qui se fait. Ce que je voulais dire, c'était ceci. Ce que Donald Trump, eu regard à ce qui le sépare de Clinton, ne va pas cautionner ce qui est en train d'être fait au Congo. Et en fait, pour anticiper ce qui pourrait être les réserves extrêmement importantes, extrêmement déterminantes de la part de Donald Trump, qui déjà aux Nations Unies, j'imagine, va bientôt poser le problème de la MONUSCO, on essaye justement d'embrigader les Congolais dans cette histoire comme un peu des moutons de Panurge qui ignorent tout de tout. Je dis bien, ils ignorent tout de tout. Et ce que je dis, je prends le risque de le dire, en fait, c'est pour apporter des éclairages qui devraient amener les Congolais à considérer que tout ce qui est en train de se faire est un bluff. C'est un bluff, c'est une mise en scène, une comédie, hélas, tragique. Voilà, merci en tout cas, monsieur Jean-Jacques Matanda Wamboyo. Il me semble bien que vous avez beaucoup de choses à dire. Voilà, vous avez le numéro de téléphone. De temps en temps, vous pouvez appeler pour éclairer la lanterne des Congolais. Peut-être que je vais terminer par une dernière petite question, mais très souvent, le reproche que l'on fait aux gens de la diaspora, c'est peut-être d'en savoir un peu trop, plus dans la parole, mais moins dans l'action. Comment faire pour justement convertir tout ce que vous avez comme connaissances, compétences dans le sens du bien de la République démocratique du Congo pour que ceci puisse se traduire en véritable action pour la libération de ce pays? Ce que je voudrais dire, croyez-moi, humblement dans mon petit trou, dans mon petit coin, avec tout ce que j'ai comme j'endure comme problème parce que c'est pas ce qui manque. J'ai dit, je travaille à cela et je pense que le moment venu, notre travail va être mis sur la place publique et je pense qu'à ce moment-là, nous pourrons donner des orientations qui, je pense, vraiment à mon humble point de vue, qui, je pense, pourront peser dans la marche de ce qu'il y a à faire. Nous sommes en train de travailler à cela, mais il y a des questions sur lesquelles nous ne voulons pas être prolixes. Nous nous inscrivons dans la logique de la réconciliation nationale intercongolaise telle que consacrée par la Conférence nationale souveraine. Pas seulement la réconciliation nationale intercongolaise, mais la réconciliation, car, j'ai dit tout à l'heure que j'étais chrétien, car la parole de Dieu dit que jamais le peuple de Dieu ne pourra bâtir le temple de Dieu sur terre s'il n'est pas réconcilié avec lui-même. Donc je dis, nous nous inscrivons dans cette logique-là, mais cependant, il nous faut justement disposer des atouts qui nous permettent de faire ce travail, si tant est que l'un des problèmes le plus important, si pas le plus important de la République démocratique du Congo aujourd'hui, est d'ordre humanitaire, c'est-à-dire la déshumanisation de l'homme, de l'enfant et de la femme congolaise, réduite à vivre dans des états de vie, dans des conditions de vie inférieures même à ceux des animaux des jardins zoologiques des pays occidentaux. Donc j'ai dit, nous travaillons à cela et bientôt vous en aurez de nouvelles. Merci de nous avoir accordé cette interview. Comme je vous ai dit, donc, vous pouvez toujours revenir vers nous dès qu'il y a, comment si vous voulez participer à l'évolution de l'actualité en République démocratique du Congo. Monsieur Matanda, merci, au revoir. Au revoir.